Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Défiance, complexité, corporatisme, telles sont les trois maladies de la France, affirme le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Il propose de moderniser l'économie, simplifier le travail le dimanche, les règles de transport en autocar, encourager l'actionnariat et l'épargne salariale. Alors son projet est-il convaincant? Est-ce une réforme ou des mesures à minima? Vent de panique sur les marchés, le CAC 40 a chuté sous le seuil des 4000 points. La Grèce cristallise les inquiétudes. Est-ce grave? Peut-on redouter un nouveau krach? Enfin, c'était le nom de la semaine. Jean Tirole, le prix Nobel de l'économie est français. Cela n'était pas arrivé depuis 26 ans. Alors, est-ce l'excellence à la française? On en parle avec mes invités. Et je vous les présente tout de suite. Avec moi, Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Économiste à l'ESCP Europe, auteur, ça vient de sortir, l'état de connivence, en finir avec les rentes, et c'est chez Odile Jacob. Juliette Méadel, bonjour. Porte-parole du Parti Socialiste et fondatrice du collectif L'Avenir n'attend pas. Ludovic Subran est avec nous également, il est chef économiste chez Euler Hermès. Alors, Emmanuel Macron veut libérer les énergies. Le ministre de l'économie souhaite simplifier le travail le dimanche, les règles sur le transport en car, l'actionnariat, faciliter les installations des pharmaciens. Mais y parviendra-t-il avec son projet? Est-ce une réforme de fond ou des mesures à minima? Tout de suite, un résumé de ses propositions, on en débat ensuite. Libérer, investir, travailler, ce sont les objectifs de la loi pour l'activité présentée ce mercredi à Bercy. Bonjour. Le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, s'attaque aux réformes. Et parmi les dossiers épineux, le travail dominical. Ils ne vont pas dans un magasin. Et les Français, le dimanche, contrairement aux idées reçues, ils travaillent déjà. Je dis ça pour détendre tout le monde. Il y a presque 30% des Français qui, de manière régulière ou occasionnelle, travaillent le dimanche. Emmanuel Macron veut libéraliser l'exploitation des autoroutes et le transport par autocar. Il entend aussi supprimer les quotas pour les notaires, les huissiers et les pharmaciens. Mais déjà, il rencontre des obstacles. Le mois dernier, les professions libérales qu'on voit rarement dans la rue défilaient pour défendre leurs avantages ou leurs monopoles. D'autres manifestations sont annoncées. Plus de concurrence égale des prix plus bas pour les clients. Mais cela se fera au détriment du service, d'après cette pharmacienne. La suppression du numerus clausus, vous allez augmenter le nombre de praticiens. Ce ne sera pas la même formation forcément, puisqu'on ne pourra pas, si vous avez 3 fois plus d'étudiants dans les amphithéâtres, ce ne sera pas la même qualité de formation au final. Le premier défi d'Emmanuel Macron sera de mettre en place ces réformes. Les négociations se poursuivent avec l'ensemble des professions réglementées. Ludovic Subran, c'est une réforme assumée ou ce ne sont que quelques petites mesures à minima, ce que propose Emmanuel Macron? Écoutez, je crois qu'il y a une chose qui est sûre, dans la période dans laquelle nous sommes, chaque dixième de point de PIB compte. Chaque dixième de point de croissance, même s'il faut aller le chercher avec les dents, je pense que ça compte. L'idée, c'est que vous avez une équipe de foot qui s'organise. Vous avez le ministre des Finances dans les cages, qui prend des ballons de déficit assez régulièrement. Vous avez le leader, le capitaine de l'équipe qui parle du pacte de responsabilité, donc d'un transfert de charges. Puis vous avez notre Zidane de l'économie, Emmanuel Macron, qui essaie de faire des passes, des ouvertures, des choses comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il a repêché le rapport Attali, qu'on avait oublié, parce que c'est exactement les mêmes choses. Mais on est très loin du rapport Attali dans ce qu'il propose? Non, pas vraiment. En fait, le problème, c'est que c'est juste une façon de regarder chacun des secteurs qui est structuré et régulé, et c'était déjà l'idée ou la philosophie du rapport Attali. Alors, c'est peut-être pas les 250 ou 300 mesures qui étaient proposées, mais c'est exactement la même philosophie. Je pense que c'est une bonne chose qu'on s'y attaque. En revanche, il faut bien être clair, il y avait un rapport de l'OCDE qui est sorti sur les impacts en termes de points de PIB. Moi, je pense qu'on est vraiment sur des fourchettes hautes, que ce soit aussi en termes d'emploi, des dizaines d'emplois des dizaines de milliers d'emplois sur des autocars en France. Je pense qu'on est vraiment là sur une surestimation. Le problème, et je finirai là-dessus sur la France, c'est que quand on fait ex-ante une évaluation d'une réforme comme celle-ci, on est souvent aujourd'hui dans la surenchère. Et donc, il faut se méfier en fait de l'annonce et du pouvoir de l'annonce en termes de vrai impact pour les gens de ces mesures-là, et surtout s'assurer qu'il n'y a pas d'externalité négative. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour les autres, quoi. Et Juliette Méadel, vos externalités négatives, on les connaît. Il y a déjà une partie de la population dans la rue. Il n'a pas fixé d'objectif, d'ailleurs, contrairement à Arnaud Montebourg. Emmanuel Macron était plus prudent, parce qu'Arnaud Montebourg parlait de 6 milliards d'euros rendus aux Français.
Non, évidemment, on peut difficilement, avant de lancer une réforme de cette nature, chiffrer les impacts macroéconomiques. Ce qu'avait fait son prédécesseur. La libéralisation typiquement des professions réglementées. Mais alors, bon, Arnaud Montebourg l'avait fait parce qu'il fallait marquer les esprits. Il fallait être capable de faire comprendre aux Français, qui évidemment ne sont pas des experts des professions réglementées, et c'est bien normal, que si on décloisonne l'économie et si on libéralise en particulier les professions de justice, les huissiers, les greffiers et les notaires, ça va nous faire gagner des points de croissance. C'est pas simple à comprendre. Hein. Pourquoi pourquoi on va de points de croissance. réussir Après, effectivement, sur l'évaluation, il y a un débat. Le message politique derrière et qui est très intéressant, c'est que nous avons en France une vraie richesse, une vraie vitalité, une vraie énergie, et simplement il faut essayer de libérer ces énergies sans porter atteinte aux principes de justice. Et c'est intéressant de voir que sur les greffiers en particulier, sur les huissiers que vous avez montré à l'écran, sur les avoués peut-être aussi et sur les notaires, on a la capacité en fait à accélérer le rythme des transactions économiques. Et donc, si on accélère le rythme, et si ça coûte un petit peu moins cher, c'est assez simple de comprendre que ça va créer de l'activité. Donc, c'est ce que fait ce ministre de l'économie. Et évidemment, à gauche, on le soutient en disant attention, au Parti socialiste, on dit attention au principe de justice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on fustige, en particulier, prenons le cas des pharmaciens. Rappelons quand même que les pharmaciens sont implantés sur tout le territoire. Rappelons qu'il y a des zones où il y a de moins en moins de services publics, de moins en moins de présence, et que c'est quand même un canevas, un réseau qui permet de maintenir un certain lien. Voilà. Du coup, on n'abandonne pas le monopole, hein, Jean-Marc Daniel, hein, sur les pharmaciens. En tout cas. Enfin, donc, vous voudriez qu'il aille plus loin, Emmanuel Macron oui, c'est le thème de mon livre, ce qu'on appelle les privilèges et tout ça. Donc, il y a un vrai social-libéral. Voilà, moi j'appelle ça des rentes, et je pense qu'il faudrait exploser les rentes. Je pense que ça s'annonce très très mal pour 3 raisons. La première, c'est qu'au lieu de mettre en cause toutes les rentes, et c'est-à-dire tous les gens qui sont en situation d'avoir, parce qu'ils ont un statut, parce qu'ils ont un mode d'organisation qui les favorise, ils ont un revenu qui n'est pas conforme exactement à ce qu'ils devraient avoir en situation de concurrence, on stigmatise certains. C'est-à-dire, on ne remet pas en cause le statut de la fonction publique. On a parlé du rapport Attali. Dans le rapport Attali, il y a un passage absolument délirant où il est dit on devrait le remettre en cause, mais le coût politique serait tel qu'on ne le fera pas. Donc, il ne dit pas tout à fait ça, hein, le rapport Attali, Dieu merci. Ou bien on remet en cause les rentes, toutes les rentes, ou bien on ne remet pas en cause de façon stigmatisante un certain nombre de professions. Le deuxième élément que je trouve intéressant, c'est que sur le plan politique, nos ministres sont devenus non pas les gouvernants, mais les porte-parole des professions qui sont sous leur autorité. Madame Marisol Touraine défend les pharmaciens, Madame Taubira défend les notaires. Et donc, il y a une espèce de jeu où ils ne sont plus ministres, ils sont syndicalistes. Et je pense que ça prouve une dégénérescence du message politique. Et le troisième élément que je trouve intéressant dans tout ça, c'est là aussi, le discours se fait un discours, il va y avoir 0,1 point de croissance de plus. Mais la politique, c'est effectivement de la croissance, c'est de l'emploi, mais c'est aussi de la justice. Il est anormal dans une société où on réclame des efforts que effectivement certaines personnes soient protégées et que d'autres ne le soient pas. Et je pense qu'il vaudrait mieux apporter et aborder le sujet sur ce thème-là, c'est-à-dire nous sommes tous impliqués sur le même effort. Il y a des gens qui sont appelés à faire un effort significatif et d'autres il y a des gens qui sont menacés de chômage et d'autres pas. Donc aborder ça sur un plan beaucoup plus politique que ces espèces de négociations en disant écoutez, on va créer 10 000 emplois dans les autocars. D'autant plus qu'immédiatement la réaction de Sudrail a poussé à la fois un immense éclat de rire en disant en revanche, on sait où on va supprimer les emplois, c'est sur les lignes secondaires de la SNCF. C'est-à-dire que tout ce discours, il va y avoir, puis alors avec une précision millimétrique, c'est 12 522 emplois entre tel endroit et tel endroit. Enfin, tout ça est assez ridicule. Je pense qu'on peut pas reprocher tout et son contraire aux hommes politiques. C'est-à-dire qu'on peut pas reprocher aux ministres de ne pas engager de réformes et quand ils les engagent, de fixer des objectifs. Je crois qu'il faut être assez sérieux. Là, on a un objectif qui a été fixé de façon claire et puis la négociation va s'engager. Alors, regardez ce qui se passe dans ce pays. On veut réformer, on veut mettre une écotaxe et vous avez les transporteurs routiers qui vous promettent de bloquer le pays. Vous voulez réformer Air France, l'écotaxe. Donc, on est en train de chercher un dispositif alternatif, mais vous avouerez que quand vous êtes responsable politique, qu'on est à un moment de crise et que vous avez une corporation qui vous dit si vous bougez un doigt, je verrouille le pays et je bloque tout parce que moi je suis transporteur routier et que j'ai le pouvoir de tout bloquer, qu'est-ce que vous faites? Je vous le demande un peu, vous êtes obligé d'être responsable et de réfléchir à la solution. Je croyais que dans ce pays, la loi, c'était le Parlement qui la faisait. Ce que ce gouvernement essaie de faire, c'est de fixer des objectifs sans heurter, sans maltraiter précisément ceux qui sont la cible des réformes. Donc je crois qu'il ne faut pas s'envoyer des noms d'oiseaux, surtout pas. Il faut dire voilà, moi je veux déverrouiller le pays, mais attention, on discute, on négocie, on y va en souplesse, parce que vous savez bien que si on est trop violent ou trop caricaturaux comme vous l'êtes, on bloque tout. Ludovic Subran. Moi, juste un truc, le problème, c'est exactement celui-ci, c'est que si le coût politique prend les devants sur le bénéfice économique, on est dans le cas, et alors là, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont fait des ajustements structurels dans les années qui ont précédé, vous êtes dans un problème d'une mesure à moitié cuite,
où en fait vous perdez sur les deux fronts, sur le plan politique et sur le plan économique. Je ne citerai qu'un exemple, c'est l'amendement Thévenoud sur les VTC. C'est-à-dire que sur les voitures avec chauffeur, c'est typiquement la réforme qui ne sert à rien et qui a aliéné des tonnes de gens. Du coup, on va faire celle sur les autocars. Oui, c'est justement ça. Et puis on va voir quand même, on a mis une priorité. Je vous rappelle le programme de François Hollande, il y avait une priorité sur le train. Aujourd'hui, on parle des autocars et je pense que c'est une très bonne chose. Il y a clairement, pour les gens qui ont en plus un pouvoir d'achat un peu plus faible, un vrai avantage à avoir un service un peu dérégulé. Donc c'est là qu'il faudrait qu'elle se termine par une vraie réforme sur les autocars. Le problème, c'est ça, c'est qu'à force de vouloir ménager la chèvre et le chou, on tombe dans la flotte, vous voyez. C'est ça le... Jean-Marc Daniel. Non, mais je crains que vos propos, enfin, sans vouloir faire de la polémique, soient un appel à l'émeute. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de bloquer les routes, vous serez réformé. Si vous êtes capable de bloquer les routes, vous ne serez pas réformé. Je pense encore une fois que la concurrence... Et justement, c'est exactement l'inverse qui a été fait par ce gouvernement. Non, mais pas du tout. Ce gouvernement, il a dit bon, vous êtes capable. Les routes ne sont pas bloquées. Non, mais vous n'aurez pas l'écotaxe. Ils ont reculé. Non, mais ils ont reculé. En revanche, effectivement, les huissiers et les pharmaciens, je pense qu'on les voit pas en train de se castagner avec les CRS, donc on se dit ceux-là, ils vont y passer. Je pense que c'est pas comme ça qu'on réforme le pays. C'est en disant effectivement, il y a des enjeux de concurrence, il y a des enjeux de mobilisation d'efficacité. Tout le monde doit être impliqué et la concurrence. C'est exactement ce que fait ce gouvernement. Non, pas du tout. Il dit il y a ceux-là qui gagnent tant d'argent. En revanche, les fonctionnaires, on n'y touchera pas. Tout le monde doit être associé à l'effort. J'aimerais bien vous répondre. Une minute. Vous ne pouvez pas mélanger les fonctionnaires et typiquement les huissiers. C'est-à-dire qu'on est dans un cas où les fonctionnaires ont effectivement un statut qui a évolué. Le point d'indice a été gelé depuis plusieurs années. La situation des fonctionnaires sur le plan du pouvoir d'achat aujourd'hui est difficile. Et donc, vous ne pouvez pas dire que les fonctionnaires n'ont pas participé à l'effort de redressement de ce pays. Mais je pense que cette politique est injuste parce qu'elle est une stratégie d'appauvrissement général au lieu de respect de la compétence de chacun. Un fonctionnaire qui fait bien son service, qui fait bien son travail, qui serait dans un organisme situé en concurrence, donc en capacité de montrer qu'il réalise bien son activité, serait bien rémunéré. En revanche, cette stratégie qui consiste à appauvrir tout le monde, de façon indifférenciée, indépendamment de la façon dont vous servez, est une politique qui est dramatique. Politique dramatique, bonne politique. Bon, merci à tous les trois. On se retrouve juste après le journal et on va parler de la chute des marchés financiers. Cette semaine, reste avec nous.